ramasser plus de râteaux que des vents, c'est normal. J'ai fait en fait ce que j'aimais faire. Je reste dans mon domaine, c'est mieux. Et au moins, je pourrais essayer d'exceller dans mon domaine. Et je me suis toujours mis en tête qu'il faut que je fasse tout pour avoir le confort que j'avais en France ici. Après, c'est comme tout business. Avant d'arriver à l'étape de la délégation, il faut mettre les mains dedans. Tu as une boîte de nuit, du coup, où tu es avec des associés dessus. On a à peu près une trentaine d'employés. On peut avoir des managers efficaces. C'est vraiment là-dessus. Plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices générés grâce à ces différents business en Afrique. Ça, c'est l'histoire d'Aziz. Et quoi de mieux que d'aller directement à Abidjan pour voir comment fonctionnent ces business et voir si c'est réellement vrai. Le concept est simple. Vous allez aller à la rencontre de plusieurs entrepreneurs à succès et leur poser la question « Comment êtes-vous devenus riches ?» Des personnes comme Alexandre, Cédric et encore Gabriel nous ont expliqué leur business. Et aujourd'hui, c'est tout simplement à Aziz de nous expliquer le sien. C'est parti. Bon les gars, là je vais directement en Côte d'Ivoire. J'y vais. Bon mec, salut hein. Les gars, vous me connaissez. Sans doute quand vous allez voir la vidéo, la CAN elle sera déjà finie depuis plus d'un mois. Mais bon, vous savez comment je suis. J'ai toujours du mal à respecter les délais. Donc là, j'ai... ma valise qui s'ouvre toute seule. T'es un monteur, oui. Ouais, non. En fait, c'est mon autre valise. Bon les gars, je vous dis la vérité. En fait, là, je retourne l'intro. Je vous dis la vérité, je suis obligé de retourner l'intro parce qu'on a eu un problème de... Je suis obligé de retourner l'intro parce qu'on a eu un problème de montage. Du coup, la vidéo... en vrai, je l'ai déjà fini, mais l'intro, elle était mauvaise. Donc, on avait deux solutions. Soit je retourne une intro après, soit je me basais sur la mauvaise intro. Et le son, il était plutôt comme ça. Comme vous pouvez le voir, je ne pouvais vraiment pas sortir une vidéo de cette qualité. Donc du coup, laissez-moi continuer de faire semblant comme si on allait à Abidjan. T'as une tache depuis tout à l'heure sur le t-shirt. Oh purée. Comme je vous disais les gars, c'est ma première fois à Abidjan. Du coup, j'ai hâte de voir si Abidjan est vraiment doux. Et franchement, j'espère que ce voyage, il va vraiment bien se passer. C'est une première. Et puis, Aziz et moi, on a une histoire vraiment particulière parce que Aziz, j'ai été longuement associé à son cousin. On a démarré le dropshipping ensemble. Et Aziz, il travaillait beaucoup avec nous. Du coup, avec ses premiers bénéfices qu'il a fait avec le e-commerce, il a tout réinvesti en Afrique. Et je me suis dit, quoi de mieux d'aller voir sur place comment il gère ces business-là. Donc lui-même sera mieux placé que moi pour vous expliquer quels sont ses business. Enfin bref, on y va, on est en retard. On a un mois de retard. Allez, c'est parti. Déjà, merci de me recevoir. Pas de souci, merci à toi. Bon, avant de commencer déjà, avant de te demander de te présenter, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est ici? Là, en fait, on est dans le quartier des affaires, Plateau. C'est le quartier où beaucoup de grandes boîtes, de grandes sociétés ont leur siège. Et c'est ici que moi, j'ai décidé de mettre mes bureaux. Oh, ok. Donc ici, c'est genre un endroit comme un espace de coworking où il y a plusieurs endroits où tu peux louer des espaces, quoi. Exactement. Ok. Il y a plusieurs sociétés à l'intérieur de cet étage, dont la mienne. Ok. Donc toi, déjà, ça fait combien de temps déjà que tu as tes locaux ici et est-ce que tu arrives à venir régulièrement? Comment tu gères ça? Alors ça fait quoi? Ça fait un an et demi après que je suis installé ici. Donc la matinée, je suis pas trop présent. Donc, je suis plutôt présent l'après-midi et le soir. Et après, les employés ils sont là, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils ont l'accès à toute la journée. Même ils peuvent même rester jusqu'au soir. Ok. Bah déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, là, tu vas me présenter le bureau en vitesse et on va démarrer parce que je pense que les gens ont vite envie de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Long days, long and nice. Du coup, déjà, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous dire un peu t'as quel âge et d'où tu viens déjà? J'ai 26 ans. J'ai grandi en France, à Lyon précisément. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite ville à côté de Bordeaux. Après le lycée, je suis allé continuer mes études à Bordeaux. Et j'ai fait aussi une partie de mes études à Paris. Et avant qu'on démarre sur la partie la plus intéressante, ton business, pourquoi Abidjan? Pourquoi l'Afrique? Qu'est-ce qui a fait que, après avoir fini tes études, tu as décidé de limite péter un câble et venir ici t'installer? Toi et moi, on a commencé un peu ensemble. Tu m'as mis dans le e-commerce au début. Je me souviens, quand j'étais en master, j'ai fait quelques sites, j'ai formé un peu, j'ai fait un peu d'argent. Et quand j'ai terminé mon master, je t'avais parlé, je ne voulais pas forcément dans mon entreprise, je voulais forcément entreprendre. Et la période de Covid est arrivée. Et c'est à ce moment-là, j'avais un cousin à moi qui était lui venu ici. Okay. Donc un petit restaurant avec son pote. Il m'a dit, vu que moi j'ai une formation de base de marketing et management, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais à Paris? Je dis, je fais rien. J'ai galère. Vas-y, viens m'aider à développer mon restaurant à Abidjan. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je vais aller faire à Abidjan? Je connaissais pas, je connaissais personne.
J'ai dit, let's go, pourquoi pas, il n'y a rien à faire. J'ai pris ma valise, je suis venu. Ok. C'est là que j'ai commencé. Et c'est là où au final ça t'a plu et t'as fini par rester là. Du coup, ça fait déjà 4 ans que t'es là. Non, après le Covid. non, ça fait 2 ans, 3 ans. Ok, incroyable. De base, c'est parti sur de la gestion d'un restaurant. C'est ça. Et t'en es arrivé là où t'en es arrivé. Du coup, lorsque tu as géré ce restaurant-là, comment tu as ressenti cette première opportunité déjà de travail? Parce que ça doit bien sûr être différent de travailler en Afrique que de travailler en Europe. Ouais, franchement, c'était un choc. Okay. Je vais pas te mentir. Okay. Faut revoir tes codes, faut revoir ta façon de travailler, faut découvrir le pays en même temps, faut t'installer en même temps. Là, tu dois tout refaire en même temps. Okay. Là, j'avais pas non plus laissé grand chose derrière moi en France, mais c'est mon pays, mais je le connaissais pas vraiment en fait. Okay. Je me suis rendu compte là, je suis pas bon et vrai en fait. Okay. Ouais, mais c'est ça que les gens ont du mal à comprendre des fois, c'est qu'au final, tu es d'origine ivoirienne, mais en arrivant ici, tu as découvert le pays en vrai. C'est ça. Le pays, la culture. Exactement. C'est pas pareil que venir en vacances de temps en temps. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Du coup, suite à ce business-là, c'est quoi le second business? Enfin, parce que là, du coup, tu étais ton cousin, tu étais un peu manager. C'est quoi le premier business du coup que tu as lancé suite à ça? Ok. Suite à ce business-là, donc comme je t'ai dit, je l'ai aidé vraiment à développer son restaurant et on a atteint tous les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc, le restaurant aujourd'hui, il a un nom à Abidjan, il a une clientèle, il y a des soirées qui sont organisées, il y a des événements qui sont organisés, il a vraiment une bonne clientèle, une bonne renommée. Suite à ça, moi, vu que ma spécialité c'était le marketing et le management, j'ai commencé à démarcher d'autres restaurants qui étaient à Abidjan mais qui n'étaient pas connus. Puisque le niveau marketing ici c'était assez faible, je trouvais sur internet il n'y avait pas beaucoup d'informations. Beaucoup de gérants délaissaient les réseaux sociaux. Donc je me suis dit je vais les démarcher un par un. J'ai monté mon équipe avec un community manager, un vidéaste, un infographiste. J'avais toute ma team et c'est là que j'ai commencé à démarcher. Okay. Un par un. Et les contrats, bon, au début, je me ramassais que des râteaux, que des vents, c'est normal. Okay. Mais j'ai forcé, les contrats ont commencé à arriver un par un. Et je suis passé des petits contrats, je suis passé au plus gros contrat. Ok, du coup c'est marrant parce que au final ton expérience un peu que tu as eue grâce à l'e-commerce et le dropshipping, ça t'a aussi donné des compétences derrière pour aider des entreprises physiques. C'est ça, on va dire rien n'est fait au hasard, mais j'ai fait en fait ce que j'aimais faire. Je n'ai pas cherché en venant aussi à faire comme le premier mec que je rencontrais qui a réussi. Peu importe son domaine, non, je me suis dit il faut que je reste dans mon domaine, c'est mieux. Et au moins je pourrais essayer d'exceller dans mon domaine. En termes de gestion d'employés, si je peux te demander, comment ça se passe par rapport à ici? Est-ce que tu as eu du mal à gérer les gens? Parce qu'en vrai c'était ta première entreprise. Ouais, c'est ça. Du coup comment ça a été quoi tes grosses douleurs au départ? Au début mes grosses douleurs c'était est-ce qu'ils comprennent ce que je raconte? Des fois j'avais l'impression de parler dans le vent. Et au fil du temps, franchement, avec l'expérience, entre parler avec un simple serveur, tu vois, qui peut-être a arrêté l'école en 3e ou en seconde au lycée, et parler avec quelqu'un qui est directeur de l'entreprise pour postuler pour un appel d'offres, je me suis adapté. Vraiment, c'est pas le même vocabulaire, pas la même façon de parler, et je me suis toujours dit, la personne à qui tu parles ici, mets-toi à sa place. Quel mot tu vas utiliser, ce qu'il va comprendre. Et c'est ça qui m'a vraiment sauvé, ça qui a fait qu'après j'étais beaucoup plus à l'aise. Oh, ok, je vois totalement ce que je veux dire. Ça veut dire là, si je comprends bien, tu as démarré avec la restauration. Ensuite, tu as fait ton agence marketing. Et si je comprends bien, tu as d'autres business à côté de ça. Est-ce que tu en as d'autres? Je ne me suis pas trop éparpillé, je suis resté dans le même secteur à peu près. Donc quand j'ai démarché des restaurants, j'ai commencé à avoir des contrats. Et l'argent que je gagnais, j'ai été malin, j'ai commencé à mettre de côté. J'avais un peu d'argent aussi du e-commerce, j'avais de côté. Et avec d'autres associés à moi, on a fait nous-mêmes notre propre restaurant Bois. Et à côté, j'ai monté aussi une société de taxi. Comme ça, j'ai commencé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, les transports, c'est pas trop ça. Il n'y a pas de métro comme à Paris, il n'y a pas de RER. Les gens se déplacent beaucoup en taxi. Et il y avait une gestion à faire autour de ça. Et en tant que manager, pour moi, c'était pas un grand défi, je pouvais le relever. Tu sais quoi, en parlant de taxi, je pense qu'on va aller voir tes autres business. Des fois, c'est mieux d'aller voir en réel. J'ai envie d'aller voir, tu m'as parlé d'une boîte de nuit, d'un restaurant. Allons voir un peu et tu m'expliqueras un peu tout ça par rapport à ton business de taxi parce que j'ai pas mal de questions à te poser. Ok, c'est cool. Let's go.
Bon les gars, là on est dans un des taxis d'Aziz. Il va nous expliquer plus profondément tout ça. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi ce business de taxi? Combien t'en as? Combien ça coûte? On veut savoir, on veut des chiffres. Des taxis, j'en ai 7 actuellement. Je tourne dans la ville d'Abidjan du matin au soir. Comment ça fonctionne? Je suis propriétaire des véhicules. Je les achète, je trouve des chauffeurs. J'ai une assistante qui s'occupe de toutes ces gestions par rapport aux chauffeurs. J'ai un mécanicien qui s'occupe des véhicules, des cas des pannes, des vidanges à faire, il s'occupe de tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai le deal avec les chauffeurs, donc conduisent du matin au soir. Et à la fin de la journée, ils versent la recette qu'ils doivent verser. Et ce qui reste, c'est pour eux. Ok, ça veut dire par rapport à ça, lui, comment ça se passe? Lui, il a un salaire ou vous êtes comme associé? Il a un pourcentage? Comment ça se passe à peu près? En fait, il n'a pas vraiment de salaire fixe. Le chauffeur, il a un prix journalier qu'il doit verser à l'entreprise. Et s'il fait plus, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pour lui. Nous, notre tarif, ce que l'entreprise gagne, ça change jamais. Que ce soit la canne où il y a actuellement une forte influence, il y a beaucoup de monde, donc on fait plus d'argent. Et nous, on n'augmente pas notre tarif. Donc, que ce soit une période calme comme la période de Ramadan où il y a moins de monde, on n'augmente pas et on baisse pas le tarif. Ok, donc c'est limite en vrai de vrai, c'est limite un peu un business de sous-location en même temps. Parce que au final, vu que tu prends pas de pourcentage selon son nombre de courses, c'est comme si en gros tu sous-louais tes voitures à des chauffeurs. Exactement. Ça marche comme ça. Sauf que on est en Afrique. Comme je te l'ai dit avant, ici, ce qui est le plus important, c'est la confiance. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas venir investir en Afrique justement parce qu'ils n'ont pas trouvé des personnes de confiance. Et dans le domaine du transport, beaucoup de gens se sont cassés la gueule. Okay. Voilà. Tombent sur des chauffeurs malhonnêtes qui ne payent pas, qui entretiennent pas bien les véhicules, et ça fait qu'un investissement qui peut-être de base est à 10 ou 15 000 euros, on n'a même pas le temps de faire du bénéfice que la voiture est déjà KO. Tu vois, donc c'est avoir des chauffeurs de confiance, c'est pour moi ce qui est le plus primordial pour l'entreprise de taxi. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Donc imaginons, moi, je voudrais me lancer dans ce business-là. Combien ça pourrait me rapporter potentiellement d'avoir un chauffeur qui roule pendant un mois, par exemple? Dis-toi qu'un véhicule qui tourne sur un mois, il fait environ, en termes de chiffre d'affaires, je compte pas le carburant, l'assurance, etc. C'est entre 100 et 800 euros par mois en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, on enlèvera toutes les charges qui est assurance, carburant. Tu enlèves aussi la part du chauffeur. Toi, en tant que propriétaire du véhicule, par mois, tu peux tirer, je pense, un bon 500 euros, 400-500 euros. Ok, c'est fort. Ouais, donc selon le modèle de voiture que tu achètes, tu peux vite avoir un retour sur investissement et en quelque sorte faire ton bénéfice. C'est ça, exactement. Après, ça dépend aussi des stratégies. Moi, j'ai une stratégie où je suis très proche de mes chauffeurs. Okay. Parce que comme tu sais, j'ai d'autres business à côté et j'essaie en gros de lier un peu tous mes business. Donc c'est-à-dire que des fois j'ai des clients qui vont venir pour des séjours peut-être de 2, 3 jours ou plusieurs semaines et je leur propose des véhicules à disposition avec chauffeur. Okay. Du coup le chauffeur là il ne travaillera pas avec l'application, il sera directement en mode chauffeur privé. Et j'ai aussi des contacts avec certaines entreprises avec qui j'avais bossé auparavant. Des fois ils ont des partenaires qui viennent, etc. Donc je leur propose aussi mes véhicules à disposition ou des transferts à l'aéroport, je connais. Ok, en vrai c'est propre, hein. Ok, je vois. Donc du coup, vu que tu en as 7, ça fait un bon petit revenu complémentaire avec tes autres business. Du coup, là, on va aller dans ta boîte de nuit. Tu as une boîte de nuit, du coup, où tu es avec des associés dessus, si j'ai bien compris. Et la boîte est située dans le quartier du Vallon. Okay. C'est un quartier assez festif, il y a plusieurs restaurants. C'est, de toute façon, tu verras, ça va s'animer. C'est chaud. Mais du coup, toi qui es à Abidjan, c'est quoi vraiment, tu peux nous parler un peu avant? On va tenir un peu de temps avant qu'on arrive à la boîte de nuit. En termes de quartier, genre, c'est quoi les différents quartiers? Imaginons, il y a un touriste qui veut venir en vacances ici. Où est-ce qu'il doit prendre son Airbnb? C'est où le bon endroit où ça chauffe? Là où ça chauffe, c'est en anglais. C'est sans hésiter. Les meilleures boîtes sont anglais. Les restaurants, il y en a en zone 4, il y en a en anglais, il y en a à Cocody. Mais là où vraiment on dit Abidjan est doux, c'est anglais. Voilà. Okay. T'as le côté un peu classe avec des boîtes de nuit où tu peux même rencontrer des artistes des fois en boîte. Voilà, il y a une bonne ambiance. C'est le côté aussi urbain, réel de la Côte d'Ivoire avec des maquis, des endroits où tu peux manger du poulet braisé, de la chicken, etc. Mais bon, la nourriture à l'évier, comme on dit, ça c'est vraiment un street food réel de Côte d'Ivoire. Ok, c'est cool. Ouais, bah je peux le confirmer. Hein. Moi, j'ai été là-bas. Non, franchement, c'est vrai que je te mens pas, mais on va peut-être en parler vers la fin de la vidéo. Mais je suis agréablement surpris. Après, j'ai l'impression que je voyage jamais, donc Panama, j'ai dit pareil, je dis pareil. Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Franchement, c'est bon vivre en fait. En fait, je comprends plus parce que je te mens pas. Moi qui te connais personnellement, je me suis souvent dit, mais c'est des malades eux à être retournés vivre en Afrique, tu vois. Mais le fait de voir maintenant ici comment tu vis, je comprends un peu mieux. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, je dirais pas que c'est facile, c'est compliqué, c'est un lourd défi. Mais je me suis toujours mis en tête qu'il faut que je fasse tout pour avoir le confort que j'avais en France ici. Voire même maintenant, je me dis même un meilleur confort parce que c'est possible en fait. Quand tu viens et que tu découvres l'Afrique, là, tu te rends compte des opportunités
opportunités. En n'étant pas sur le terrain, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui me contactent des fois pour faire des business, ils me demandent des conseils pour ouvrir un restaurant ou même une simple crêperie. Je les aide comme je peux, mais je leur dis toujours, si t'es pas sur le terrain là, t'attends pas à avoir les meilleurs résultats possibles. C'est pas possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est compliqué. Bah après, c'est comme tout business. Avant d'arriver à l'étape de la délégation, il faut mettre les mains dedans. Ça veut dire, je pense, qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai que c'est ça le problème. Mais c'est le problème aussi qui fait que j'ai jamais investi en Afrique. Enfin, là, j'ai commencé là cette année, mais avant ça, jamais. Parce que justement, en gros, j'ai vu, moi, mes parents faire, enfin, mon père plutôt faire pas mal d'investissements et à chaque fois se faire arnaquer parce qu'il était pas sur place, en fait. Et malheureusement, tu peux pas faire des business en Afrique sans être là-bas. Je suis complètement d'accord avec toi. Passer par ça, t'es obligé de passer par ça. J'ai perdu de l'argent au début. J'ai des personnes qui m'ont obligé de ma confiance. Même des gars, même, tu les vois comme ça, ils vont te faire des photos avec telle personnalité, telle personne, tu vas dire c'est pas possible, il peut pas me faire ça. Ou quelqu'un de ta famille, il peut pas me faire ça. Au final, non, te la main à l'envers. Voilà. Parce que s'il a pas du gars, toujours comme ça. Moi, je vais pas mentir, en vrai de vrai, je dirais pas que je me suis fait seul, parce qu'on se fait jamais seul, mais j'ai compté sur personne. Alors, je me suis appuyé sur personne et j'ai toujours fait en sorte de monter un business et être à la tête. Je me suis jamais dit, lui, je vais rentrer dans son entreprise, prendre des pages. Non, je suis à la tête du business parce que pour moi, j'aurais mon mot à dire, j'aurais de l'autorité sur les décisions à prendre. Non, mais je comprends tout à fait le point de vue que t'as et c'est exactement celui que j'avais, c'est de me dire, ça m'intéressait pas, en fait, de travailler sur quelqu'un ou devoir compter sur quelqu'un, attendre la permission de quelqu'un. Je me suis dit, il faut que les choses m'appartiennent comme ça. Et même que ça marche ou que ça marche pas, ça dépend que de toi. Tu peux en vouloir qu'à toi-même par la suite. Du coup, bah là, on va aller dans ta boîte de nuit. On va parler plus profondément de ce business-là une fois qu'on sera là-bas. En tout cas, bah, merci pour cet échange. Merci à toi. Bon les gars, c'est tout pour cette première partie. Je vous avais dit que ça allait être un peu différent des vidéos que je fais d'habitude, mais franchement, ça me tenait à cœur de faire ma première vidéo en Afrique. Et puis les business dont il a parlé sont vraiment intéressants. Et même moi, je vous mens pas, il y a un business que je vais bientôt lancer ici à Abidjan, mais je vous en parlerai plus tard. En attendant, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires pour tous les gens qui apprécient ce type de contenu. Et surtout, mettez-moi en commentaire quel est le prochain entrepreneur que vous voulez que j'invite sur la page. Donc là, ici les gars, on est dans son restaurant qui fait aussi chicha et boîte de nuit. Donc là, j'ai énormément de questions à lui demander parce que moi je suis venu uniquement la nuit et je vous mens pas, ça envoie ici hein. Mais j'ai envie de savoir c'est quoi l'envers du décor et comment ça se passe et comment ils gèrent tout ça. Allez venez, c'est parti. Donc déjà ça fait combien de temps que t'as ce business là? Le saut, ça fait 1 an. Ok. Ça va faire 1 an bientôt, en février 2023. Vu que déjà, moi c'est une question qui m'intrigue parce que je suis venu la nuit et ça ressemble pas du tout à ça. Ouais. Et c'est vraiment incroyable, mais comment tu gères le truc? Enfin, il y a plein d'aspects à gérer. Déjà niveau fourniture, niveau employé. Dis-moi-en un peu plus. Déjà, combien t'as d'employés? Au saut, on a à peu près une trentaine d'employés, en passant par les serveurs, les managers ou la sécurité. Au niveau de l'organisation, pour gérer ce genre d'établissement, il faut avoir des managers efficaces. C'est vraiment la clé. Parce que tu peux pas mettre ton nez à chaque fois dans chaque retard d'un serveur ou chaque petit problème d'un employé. Donc on va dire que les managers nous rendent compte et nous on surveille ce que eux ils font. Donc on délègue les tâches qu'il y a à faire et derrière nous on supervise. Okay. Donc c'est jour après jour. Tous les soirs il y a un rapport à rendre au niveau du chiffre du restaurant, au niveau du stock des bouteilles au bar, ou que ce soit en cuisine, le stock des produits frais ou des fruits et légumes. Chaque élément est noté et quantifié. Ok, ça veut dire déjà au niveau des fournisseurs, etc., c'est pas toi qui te charges de ça du coup? C'est moi, j'ai mis en place, on va dire, toute l'organisation. Okay. Et derrière, le travail au quotidien, c'est fait entre le chef barman, le chef cuisinier et le manager. Mais j'ai une question qui m'a beaucoup intrigué. C'est moi, je suis venu ici et je sais que ce business-là, maintenant, il prend très peu de temps. Mais t'as mis combien de temps avant que ça s'automatise? Parce que là, maintenant, tu peux ne plus revenir pendant 2-3 semaines. J'ai l'impression que ça tournera toujours. Mais combien de temps ça a mis pour arriver à ce stade-là? Franchement, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, pourquoi? Parce que de 1, il faut que ton équipe elle soit soudée. Donc tu peux pas partir et derrière laisser une équipe où il n'y a pas vraiment de manager, il n'y a pas de leader. Donc sur ça, c'est un travail au quotidien. Et de 2, il faut que tu puisses faire confiance à toutes les personnes qui gèrent la partie sensible. Tu connais déjà la caisse. Ouais. Et une fois que ça c'est bon, là tu peux partir. Entre l'ouverture et maintenant, je dirais que ça a dû prendre au moins peut-être 5-6 mois. Ok. Grand maximum. Ok, c'est beaucoup. Ça c'est parce que j'avais déjà de l'expérience dans la restauration. Okay. Je te parle pas des gens que je connais qui sont venus ici s'installer, essayer de faire des restaurants, qui eux n'ont pas tenu une année et ont abandonné ou ont connu des galères, mais pire que moi. Ok, ouais, donc ça c'est le genre de business, en fait, si tu n'arrives pas à outrepasser justement ce type de problème, ça peut te pousser à abandonner en fait. Exactement. Ok, et du coup, pour clôturer, là je vois que c'est très grand.
et c'est très beau. J'imagine que le lieu, il n'était pas comme ça quand tu es arrivé. Donc déjà, combien de temps ça vous a pris à mettre ça en place et en termes d'investissement, combien ça coûte de faire un endroit de ce type? Au niveau des travaux, déjà, il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, tu sais pas comment en Europe. Tu auras du mal à trouver une entreprise où tu vas aller, tu vas payer et ils vont te faire les travaux de A à Z, du début jusqu'à la fin, à part si tu as vraiment un très gros budget. Tu vois ce que je veux dire? Les budgets, vraiment, ça dépasse ce qu'il faut pour faire l'établissement. Mais vu qu'on a eu le nez dans les travaux nous-mêmes du matin au soir, on a dû prendre peut-être à peu près 5-6 mois pour faire les travaux du restaurant. Au niveau de l'investissement, on est aux alentours de 200 000 euros. Ok, ça va. 5-6 mois, 200 000 euros d'investissement, mais ça se rentabilise plutôt vite. Là, tu penses qu'après un an d'ouverture, vous l'avez rentabilisé ou pas encore? Après un an d'ouverture, nous déjà, on avait déjà l'expérience là-dedans. Au niveau marketing, on a appuyé fort. Dès le début, on a fait très fort. On a fait venir des artistes. C'est comme tout à l'heure quand on parlait, tu as regardé la carte du restaurant, tu m'as dit il y a des bouteilles qui coûtent 600 000. Ça coûte cher pour le bled et tout, mais les gens ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne savent pas qu'il y a des prix pour tout. Des personnes qui ont les moyens d'acheter ce genre de bouteilles, il y aura de la demande. On aura des produits moins chers, il y aura aussi de la demande. C'est l'Afrique en fait. Il y a peut-être un grand écart entre les personnes pauvres et les personnes riches. Mais nous, avec la cible qu'on a pris comme clientèle, on va dire qu'on n'a pas encore rentabilisé, mais au niveau des chiffres qu'on fait et les charges qu'on a, on est très bon. Ok, niveau question déjà autour de cette activité, j'ai aucune question, juste est-ce que ce soir je pourrais avoir une bouteille gratuite? Sinon, limité pour toi. Mais sinon, ouais, je vais juste te poser des questions plus généralistes là. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil déjà à une personne qui souhaiterait entreprendre en Afrique, ça serait quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme moi par exemple, qui sont freinés à investir. Pourtant, on est d'origine africaine, mais qui sont freinés à investir parce que, et je dirais pas que tu te sens pas chez toi, mais t'as pas grandi ici, tu vois. Ouais, mais toi, tu es un peu dans la même situation que moi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui voudrait investir? Franchement, il y a beaucoup de conseils à donner. Mais pour moi, je pense en premier lieu, quand tu viens d'ailleurs et que tu viens ici, adapte-toi. Arrête de critiquer, arrête de voir le mal partout. C'est différent. Vous voyez que l'Afrique, c'est un continent déjà de base qui a un peu de retard au niveau du développement, etc. C'est un pays qui se développe, la Côte d'Ivoire se développe très bien. Ça avance, il y a des ponts, il y a des stades, les infrastructures, le métro qui arrive. Donc, ça veut dire que ça arrive petit à petit. Donc, c'est à toi de voir si tu vas t'installer maintenant, si tu veux prendre de l'avance. Donc, adapte-toi. Voilà. Si tu vas à la banque et qu'on n'arrive pas à ouvrir ton compte au bout de 6 mois, cherche nos solutions. C'est les problèmes du quotidien. Il y en aura toujours pour chaque entrepreneur qui vient ici. Donc, il faut toujours s'adapter. Deuxième conseil que je donnerais, il faut toujours essayer de prendre la voie la plus rapide ici. Parce qu'il y a beaucoup de voies qui sont très longues pour des démarches vraiment pas très utiles. Donc, il faut toujours essayer de prendre la voie la plus rapide et gagner du temps. C'est important. Et si je peux te poser une autre question. Maintenant, ça fait déjà 3 ans, 2 ans et demi que tu es ici. Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu pouvais revenir en arrière? Un truc où tu as un regret, que tu aurais fait différemment si tu avais l'expérience que tu as maintenant? Franchement, je vais pas te mentir. Quand je suis arrivé, je faisais trop la fête. J'ai abusé de la fête. Abidjan était trop doux pour moi. Je pense que ça, j'aurais pas dû. J'aurais gagné plus de temps, j'aurais fait plus de contacts que maintenant. Mais bon, c'est comme ça. J'ai appris. Ouais, bah oui, je pense que c'est comme tout le monde. Bah vas-y, c'est tout pour ces questions-là. Déjà, merci pour tes réponses. Et là, on va passer pour la dernière partie de la vidéo. On va aller voir ce que tu fais dans ton temps libre. Bon les gars, cette vidéo est finie. C'était un format vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avec une personne que je connaissais personnellement. J'espère que ça motivera certains à lancer ce type de business. Comme je vous avais dit au cours de cette année, je vais vous parler de différents business parce que oui, j'ai réussi à faire de l'argent grâce au e-commerce. Mais il n'y a pas que ça comme business. Il y a énormément de business et quand on veut s'en sortir dans la vie, on peut. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous mettrai encore des vidéos avant, après. Si ça vous a plu, mettez un max de likes et de commentaires. Je mettrai les informations d'Aziz en dessous. Je remercie encore de m'avoir accueilli si chaleureusement ici à Abidjan. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est Marcus Lorenz. À bientôt.